Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir sur l'endroit où vous nous suivez en ce moment ici. Est-ce que vous êtes également nombreux à nous suivre sur Internet et beaucoup plus à Kinshasa sur Télé 7, la chaîne républicaine. Merci pour vos avis et considérations en ce qui concerne nos précédentes émissions. Eh bien, aujourd'hui, question-réponse revient avec d'autres sujets d'actualité. Mais d'abord, je tiens à vous présenter à vous tous, c'est presque peut-être la dernière semaine, mes vœux les meilleurs pour l'année 2013 puisse en tout cas cette année être celle de beaucoup de bonheur pour tous les peuples congolais et en particulier pour tous les téléspectateurs des Télé 7 et de questions-réponses. Aujourd'hui dans ce magazine, je reçois pour vous Madame Justine Mpoyo Kassavubu. Elle est ancienne candidate à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, beaucoup plus celle de 2006. Elle est également présidente du mouvement des démocrates. Madame Kassavubu, bonjour. Bonjour, monsieur Gossonika. Alors, je voudrais d'abord vous poser une question. Pour certaines personnes qui vous voient souvent, on vous voit dans la diaspora, alors que le parti est enregistré en République démocratique du Congo. Comment essayez-vous de concilier la vie d'ici dans la diaspora et la vie de votre parti politique en République démocratique du Congo? Mais vous savez que nous avons été longtemps en exil. Je crois qu'on ne peut pas renier d'où l'on vient, ni renier ce que l'on a fait fourni comme travail. Alors, vous vous souviendrez aussi que pendant la période de démocratisation, nous étions ici chaque jour en train de nous battre pour que Mobutu puisse effectivement concrétiser les promesses de cette démocratisation dans les années 90. Et bien entendu, je suis retourné également dans notre pays pour m'imposer sur le terrain et garder le contact auprès de la population pour ne pas nous éloigner des réalités. Et donc, il est tout à fait normal que nous puissions à la fois nous retrouver dans la diaspora, mais également que le parti puisse exister et que nous puissions avoir une base tout à fait dynamique au pays. Alors, ici dans la diaspora, vous êtes à la une de l'actualité. Un journal belge a jeté le pavé, comme on dit, dans la mare, en vous annonçant, vous et d'autres personnes congolaises ou d'origine congolaise, comme étant membres de l'église de la Scientologie. Alors, je ne sais pas comment a été votre réaction quand vous avez appris cela et pourquoi ça pouvait être, comment ça devait être vous et les autres et pas d'autres personnes. Mais justement, vous aurez remarqué tout d'abord que on a parlé uniquement de 4 personnalités congolaises ou d'origine congolaise. Mais avant de répondre à votre question, moi j'aimerais ici directement faire un démenti absolument catégorique. Moi je ne suis pas membre de l'église de Scientologie. Je ne sais pas où on est allé prendre cela. Je n'ai inscrit mon nom. Mais ils ont dit que c'est la sûreté de l'État. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, laissez-moi vous dire, la sûreté de l'État est une institution qui n'est pas non plus à l'abri des manipulations et des infiltrations. Et nous en savons quand même quelque chose. Donc moi je dis encore une fois ici que je ne suis pas membre de l'église de Scientologie, pas plus que je ne serais membre d'une église de franc-maçonnerie ou d'une loge quelconque ou d'Opus Dei ou de Rosicruciens ou des Templiers, que sais-je encore. Donc, que cela soit très clair. Je suis chrétienne, mais également... Chrétienne, protestante, catholique je suis chrétienne simplement? J'ai été élevée dans l'église catholique, mais je suis aussi protestante parce que, par choix, j'ai trouvé que la complémentarité entre le protestantisme et le catholicisme, c'est ce qui me convient très très bien. Et donc, j'ai une paroisse que je fréquente, mais j'ai également des églises de réveil que je fréquente. J'ai des pasteurs qui m'accompagnent dans mon cheminement. Et donc, je suis très fière de cette couleur chrétienne. Et je pense que ce qui s'est passé ici, il faut le voir dans un contexte beaucoup plus large. Vous savez que notre pays aujourd'hui, à l'image de ce qui s'est passé au sein de la classe politique congolaise, cette prise de conscience persistante, insistante, surtout ici aussi dans la diaspora, démontre très bien que le Congo aujourd'hui, en tout cas les Congolais ne sont plus les Congolais d'hier et qu'aujourd'hui il y a une conscientisation qui est réelle. Donc vous pensez qu'on voit en fait comment ternir l'image des leaders d'opinion de la diaspora? Mais je pense que de toute manière, la sûreté de l'État n'est pas à l'abri de ces manipulations. Et je vais m'expliquer très largement, si vous le permettez. Alors, il faut d'abord voir la date qui a été choisie pour lancer ce pavé dans la mare. Le 17 janvier. C'était le 17 janvier. Et je pense quand même qu'en tant que nationaliste, en tant que fille du pays, je crois que c'est quand même une date que nous devons respecter. Or, c'est cette date qui a été choisie par certains médias belges
pour justement lancer des accusations afin de détourner l'attention du peuple congolais par rapport à cette date symbolique. Mais j'irai encore plus loin pour vous dire que vous savez qu'il y a quelques mois, il a été annoncé que la justice belge a jugé recevable la demande de la famille de Papa Patrice Emery Lumumba pour qu'on puisse revoir le dossier de son assassinat. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il y a des Belges qui ont vraiment des choses à se reprocher. Il y a des Belges qui ont peur que justement une vraie justice puisse enfin être diligentée. Et je crois que c'est pour cela aussi que la date du 17 janvier a été utilisée pour que cette manipulation puisse détourner l'attention du peuple congolais. Alors, à votre avis, je vous comprends très bien, mais qui pourrait bien vous en vouloir? Mais vous savez que on dit toujours que l'arbre qui monte ne peut pas manquer justement de sentir le vent, et que plus on monte, eh bien plus on est vu ou perçu. Donc moi j'étais en quelque sorte, on considérait que la marginalisation de l'opposition pouvait aussi me concerner. Certains ont pensé que bon voilà que Maman Justine c'est du passé, et lorsqu'on se rend compte que, bien au contraire, le temps nous a permis de nous forger une nouvelle maturation politique, mais également une nouvelle reconscientisation par rapport à nos compatriotes, eh bien, vous savez, les détracteurs du Congo, ils sont nombreux aujourd'hui, y compris au sein de la communauté internationale, au sein de la diaspora. Alors, moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, notre pays est en proie à une balkanisation qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et effectivement, nous faisons partie du leadership d'alternance qui pourrait apporter des réponses au peuple congolais. Et c'est la raison pour laquelle, certainement, vous n'allez quand même pas dire que ça vient de Kinshasa. Or, vous savez, moi, ce que j'ai dit, j'ai recommandé aux autorités belges de réexaminer un petit peu les méthodes de recrutement de leurs informateurs. Parce qu'il apparaît très clairement, nous avons déjà eu pas mal d'échanges avec les uns ou les autres, il apparaît très très clairement que la sûreté de l'État, il fut un temps où elle faisait confiance à des Congolais ou à des Belges d'origine congolaise pour son réseau d'information. Et moi, je pense que c'est là que ça pose un problème. Ça pose un problème pourquoi? Parce que vous allez constater vous-même, si vous menez des enquêtes, qu'il y a des Belges d'origine congolaise qui font semblant d'être Belges pendant le jour, mais pendant la nuit, ils sont nourris justement soit à Kigali, soit à Kampala, soit à Kinshasa même. Et donc, c'est cela que moi, je suis en train de stigmatiser. Oui, mais dans la liste de gens qui ont été cités, on a cité Bertin Mampaka, CDH, Belge d'origine congolaise, on a cité Mandaïla, MR, ou c'est pas moi, FDF, d'origine congolaise, on a cité Migisha, curieusement, ben voilà, tout ça sont des politiques belges quelque part, mais vous, déjà, on ne connaît pas votre statut administratif ici en Belgique. Mais vous êtes aussi d'origine congolaise, ou vous êtes d'origine, je sais pas moi, ou vous êtes réellement, vous êtes restée congolaise? Bon, en tous les cas, je ne suis pas naturalisée rwandaise, je ne suis pas non plus naturalisée ougandaise. Je n'ai pas fait cette demande ni à Kampala, ni à Entebbe, ni à Kigali, ni à Butare. Et donc, je suis congolaise depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Je n'ai pas non plus demandé la nationalité belge. Et donc, c'est une citoyenne congolaise que vous avez en face de vous. Mais et donc, mon authenticité, hein, certainement, est un élément qui a pu motiver justement cette cabale. Parce que des 4 personnalités qui ont été citées, les 3 autres sont d'origine congolaise, mais devenues belges. Moi, je suis congolaise à part entière. Et donc, qui sait, peut-être qu'on a simplement utilisé les autres, mais que c'est moi qu'on voulait abattre. Parce que vous voyez, ma singularité... Là, ça prend une autre dimension. Ah, mais ça prend une autre dimension, mais laissez-moi... Les autres vont apprécier, alors. Mais écoutez, non, mais je leur rends service. Parce que finalement, M. Bertin Mampaka, il s'est affirmé. Et j'ai souvent été à ses côtés, d'ailleurs, au CDH, pour justement suivre tout ce cheminement. Et donc, je pense que c'est... Mais quel intérêt ils auraient de personnes qui sont d'origine congolaise
quel intérêt elles auraient, toutes ces personnes, de vous en vouloir, vous qui êtes Congolais, alors que vous n'êtes pas sur vous ne jouez pas sur une même division. Bien entendu, nous ne jouons pas, certainement pas sur le même échiquier, mais quelque part, nous sommes susceptibles d'appartenir à ce même échiquier, c'est-à-dire le peuple congolais. Vous savez, il suffit de voir les Juifs dans le monde entier. Ils peuvent être américains, ils peuvent être allemands, ils peuvent être suédois, ils peuvent être français, italiens, espagnols, mais lorsqu'il s'agit des intérêts du pays d'Israël, eh bien, ils sont souvent en coalition, ils sont souvent en concertation pour pouvoir défendre Israël. Et je pense que les Congolais n'ont pas cette attitude-là vis-à-vis de leur pays d'origine. Peut-être que ça vient maintenant, on ne sait pas. On voudrait empêcher justement cette reconscientisation pour que, effectivement, ils ne puissent pas jouer leur rôle. Et je crois que dans le chef de mes frères, que ce soit M. Mampaka, que ce soit Gisèle Mandaïla ou que ce soit Pierre Migisha, mais je pense que leur première identité, ce n'est pas d'être député bruxellois. Leur première identité, c'est d'abord l'apparence quand même, parce que nous sommes... Être noirs et congolais. Ils sont noirs d'abord, et je crois que ça, c'est la première identité, et je crois que ça ne leur échappe pas aujourd'hui. Ils sont bien placés. Mais vous me faites un peu une puce là. C'est vrai que lorsqu'on observe la qualité des personnes qui ont été citées, chez vous, par contre, ils sont allés un peu plus loin, tout en attaquant également votre fondation. Ils attaquent, mais permettez-moi. Je vais finir, justement, sinon je vais perdre le fil des idées. Il semble qu'on utilise votre fondation, justement, pour l'implantation de la scientologie en République démocratique du Congo. Et on dit même que vous êtes des mèches avec les M23. Mais voilà, c'est justement là qu'on reconnaît, justement, le côté tout à fait pervers de certains Congolais qui se cachent sous la couverture de leur naturalisation, mais en fait, pour continuer à servir des méthodes de dictature. C'est à cela qu'on les reconnaît. Et moi, je peux même vous dire que si la sûreté de l'État le veut, le souhaite, nous avons quand même déjà un faisceau d'informations tout à fait intéressant qui pourrait justement aider cette institution tout à fait vénérable, tout à fait honorable, pour que cette institution puisse sauver quand même sa face et que le travail qu'on attend de la sûreté de l'État belge puisse être effectivement un travail d'intérêt public. Alors, moi, je vous dirais que, effectivement, vous allez remarquer que on a fait vraiment des amalgames absolument insoutenables, inacceptables. Tout le monde sait que je me suis donné corps et âme pour aider nos frères congolais pendant ces 10 dernières années. Nous avons aidé beaucoup d'écoles à s'équiper en bibliothèque. Nous avons encouragé beaucoup de femmes veuves pour qu'elles puissent se remotiver, qu'elles puissent se remobiliser dans des ateliers, soit de couture, soit des ateliers de tricot, etc. Nous avons aidé les handicapés. Le centre Senafi à Kinshasa a été soutenu par la Fondation Président Joseph Kasavubu et nous avons également soutenu l'école primaire Benoît VI à Lemba Sud. Et donc, si vous regardez tout cela, vous allez constater que, en fait, on voudrait m'empêcher d'aller davantage aider nos peuples congolais et aider aussi nos frères. Et surtout que dire en acquittance avec les M23, c'est comme dire terroriste, c'est comme dire collabo, voilà, c'est comme ça vous vivez ça peut-être. Mais c'est justement ce qui dénote, je dirais, la légèreté et l'irresponsabilité des informateurs qui ont utilisé la sûreté de l'État pour s'acheter sans doute des maisons ou des voitures ou se construire des immeubles à 3 étages, comme on en voit beaucoup aujourd'hui à Kinshasa, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui paye. Mais au profit de qui tout ça? Mais au profit de qui? D'abord, il faut quand même savoir que le Congo n'a pas d'amis, le Congo n'a que des partenaires. Et je crois que ça, nous devons bien l'intérioriser. Et donc, il y a énormément de personnes ou de réseaux qui ne sont pas pour que le Congo puisse se relancer, mais qui sont au contraire pour la balkanisation. Alors, s'il faut trouver des amis maintenant au peuple congolais, ce n'est certainement pas dans le chef de ceux qui ont
influencé le cours politique de notre pays ces 10 dernières ou 15 dernières années. Parce que ces 10 ou 15 dernières années, dans notre pays, il s'est passé des choses qui sont tout à fait inacceptables, qu'aucun pays démocratique ne pourrait accepter. Des élections qui sont falsifiées, mais qu'on reconnaît, une classe politique qui est totalement soumise à la corruption, et on tolère. Donc, il y a eu énormément de légèreté, énormément de falsification dans le cours de l'histoire ces dernières années, et je pense que tout cela a joué. Alors, évidemment, je suis perçue comme une personnalité d'influence, comme une personnalité de poids, et c'est cela que une certaine presse a voulu fustiger. Donc moi, je le répète encore une fois, il y a de la manipulation, la sûreté de l'État est infiltrée et nous sommes prêts à le démontrer par les éléments d'information à notre disposition, mais en tous les cas, je crois que le moment est venu aussi de demander à la Belgique d'éclaircir aussi son jeu. Parce qu'évidemment, lorsque une institution comme celle-là est utilisée de la manière que vous venez de dire pour mettre en difficulté des personnalités politiques congolaises ou d'origine congolaise, on peut aussi s'interroger, à contrario, pour savoir si il n'y avait pas une volonté justement politique de pouvoir nous écarter. Parce qu'il y a eu quand même aussi une classe politique ici en Belgique responsable des affaires qui a marginalisé l'opposition congolaise. Alors, toutes ces questions aujourd'hui doivent être mises sur la table pour qu'effectivement, demain, nous sachions exactement comment relancer ce pays. Alors, pourquoi ça fait tant peur de faire partie de la scientologie? Alors qu'on sait qu'il y a des célébrités qui en font partie, comme de Tom Cruise, il y a d'autres personnes. Il me semble aux États-Unis, c'est même une église à part entière. Pourquoi ça fait tant peur, même si ce n'est pas le cas pour vous? Écoutez, moi je ne sais pas vous répondre à la place de l'église de Scientologie, puisque je ne suis pas membre de cette église et que je ne fréquente pas les chefs de cette église, ni les gourous de cette église. Mais ce que moi je crois savoir, c'est que il y a quelques jours, il y avait un dossier en justice contre cette église, et c'est le moment qu'on a choisi pour mettre nos noms sur la place publique, comme si on faisait partie d'un groupe, comme vous disiez, de terroristes. Alors, je crois savoir également que l'église de Scientologie est considérée en Belgique comme une secte. Mais alors moi, je voudrais aussi dire à la sûreté de l'État, ici en Belgique, il y a des francs-maçons. Chez nous, au Congo, il n'y a pas que cette église ou d'autres qui sont considérés comme sectes, mais la franc-maçonnerie est considérée aussi comme une secte. Or, ici en Belgique, la franc-maçonnerie n'est pas considérée comme une secte. Donc, en fait, nous sommes en difficulté à tout point de vue, parce qu'en tant que personnalité publique, lorsque nous sortons dans des conférences ou que nous rencontrons des gens dans des séminaires ou dans des séances de travail ou dans des réceptions, mais nous croisons toutes sortes de personnes et de personnalités qui appartiennent à toutes ces obédiences diverses. Alors, moi, je me pose la question. Je suis ici dans un pays, comme je l'ai dit il y a quelques jours, qui m'accueille bien volontiers, mais il faudrait alors peut-être que la sûreté de l'État puisse nous fournir une liste des associations que nous pouvons fréquenter ou que nous ne pouvons pas fréquenter. Parce que jusqu'à preuve du contraire, si l'église de Scientologie est persona non grata en Belgique, mais alors comment se fait-il que cette église existe légalement avec pignon sur rue? Et ça signifie quand même que les autorités belges savent ce qu'ils font. Et que donc, une fois de plus, nous avons là un élément qui peut nous conduire à considérer qu'il y avait de la manipulation. Puisque d'un point de vue légal, cette église a le droit d'exister en Belgique. Mais d'un autre côté, on va vous dire, ah mais oui, voilà, on veut jeter l'opprobre sur vous en disant que vous êtes membre de l'église, alors que nous ne sommes pas membres de cette église. Donc, je crois qu'il y avait vraiment une volonté de nuire, une volonté de faire l'amalgame, parce que cette église aujourd'hui est en difficulté avec la justice. Et donc voilà. Mais je crois que tout ça est très très malvenu, mais en tous les cas c'est une ouverture d'hostilité. Nous prenons ça comme une ouverture d'hostilité, et moi je dis une chose très simple, c'est que si les autorités belges laissent faire, et que si la sûreté de l'État en Belgique ne révise pas son réseau d'informateurs, mais demain il y aura d'autres scandales qui vont vraiment s'exercer ici en Belgique. Il y aura d'autres scandales qui vont éclabousser la classe politique en Belgique. Il y aura des incendies un peu partout.
Bon, moi, qu'on ne compte pas sur moi alors pour faire partie de ceux qui vont éteindre les incendies. Donc moi, je dis une chose très simple, c'est quand même scandaleux ce qui est arrivé. Nous n'avons fait de tort à personne. Ça fait quand même une quinzaine d'années aujourd'hui, depuis que Mzee Laurent Désiré Kabila a été assassiné, que l'opposition démocratique est systématiquement marginalisée. En Belgique, on a soutenu un gouvernement qui a des problèmes, qui a vraiment des difficultés quant à la légitimité. Mais on n'a pas hésité à soutenir ce qui se passe chez nous au pays, de contestable et de dommageable. Alors, maintenant, oui, je ne sais pas si j'ai une dernière question pour clore ces dossiers de la scientologie. Je vous sens blessé dans votre amour propre par rapport à cette histoire. Mais est-ce que vous avez entamé des démarches, par exemple, porter plainte, demander des démentis formels au niveau des médias qui ont diffusé de telles informations? Nous avons fait... qui soient aussi à la hauteur de votre dépit par rapport à... Mais vous savez, il ne faut pas attendre d'une presse qui aime vendre qu'elle puisse vous rendre justice en publiant à la une votre démenti. La dernière heure, puisque c'est d'elle que tout avait commencé, ce journal, le démenti est paru le lendemain. Bon, plus ou moins fidèlement, hein. Nous avons été à l'agence Belga, nous avons donné notre démenti. Nous avons également fait de même là où nous pouvions le faire. Mais bien entendu, nous n'excluons pas une action en justice que nous sommes en train d'examiner aujourd'hui avec mon conseil, bien entendu, parce que je trouve que les médias sont allés un peu loin. Et s'il devait s'avérer que c'est la sûreté de l'État qui est responsable de cette cacophonie ou en tout cas de ce déballage, eh bien, je crois que les enquêtes vont pouvoir nous le dire. Mais d'après les informations que nous avons, eh bien, je pense que la sûreté de l'État doit maintenant réexaminer son réseau d'informateurs de Belges d'origine congolaise, parce que c'est là que ça se passe. Voilà, nous sommes donc sur questions-réponses, l'émission qui vous propose l'échange sur les enjeux politiques, économiques et sociaux de la République démocratique du Congo. Je suis avec Madame Justine Poyo Kassavubu. Eh bien, cette émission sur Télé7, vous pouvez également la suivre sur Internet par www.telechangu.com, donc la web TV Télé Changu. Alors, ceci dit, je disais que vous étiez candidate à l'élection présidentielle en 2006, mais au Congo, comme partout ailleurs dans le monde, on situe un homme politique quelque part. Quelque part d'où il vient. Pour votre cas, vous venez du Bas-Congo, de Tchéla, je pense, du territoire ou du Bas-Fleuve, et puis de Boma. Et ici, dans la diaspora, il y a un autre sujet qui défraie la chronique. D'ailleurs, c'est une autre affaire qui implique aussi des sectes. Il y a une certaine secte inconnue jusque-là, mais qu'on a appris un certain collège hospitalier qui aurait signé un traité qu'on appelle un traité de Nice avec des compatriotes congolais et avec comme clause la cession de l'île de Mateba. Je suis allé sur Internet, finalement, on voit que l'île de Mateba se trouve à quelques encablures de la ville de Boma, notamment sur le fleuve Congo. Vous-même, personnellement, vous vous êtes senti, quel terme utiliser, volé quelque part, en tant que Congolaise, certes, mais du Bas-Congo et de Boma et de quelques kilomètres de là où le traité, ou disons de l'île qui devrait être cédée si on s'en tient à ce traité? Mais vous savez, d'abord, en tant qu'intellectuel, je me suis senti trahi parce que il me semble que nous n'avons pas suffisamment tiré les leçons de l'histoire. Pour qu'une telle péripétie ait pu avoir lieu, cela veut bien dire que les leçons de l'histoire sont restées aux oubliettes. J'aimerais quand même rappeler ici que nous avons tous condamné les accords de l'Émirat que Mzee Laurent Désiré Kabila avait signé du temps où il est arrivé, avait signé du temps où il était au sein de l'AFDL et du temps où il avait bénéficié de l'appui des Rwandais et des Ougandais. Tout le monde a condamné cela. Mais aujourd'hui, constater que après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, et puis après la dizaine d'années que nous venons de passer ici avec Joseph Kabila Kabange,
eh bien, vous vous rendez bien compte que il y a aussi des contrats qui méritent d'être dénoncés. Alors, qu'aujourd'hui, on vient de nous dire que ce qui se passe à l'Est, avec les tentatives de balkanisation de notre pays, se reproduit à l'Ouest avec des intellectuels qui ne sont pas en guerre, mais qui sont prêts à céder une portion du territoire national à, semble-t-il, une sous-secte de centres hospitaliers ou des gens pas si hospitaliers que ça d'ailleurs, parce que dans ce traité de Nice, vous constatez qu'en chapitre 3 et suivant, que ces hospitaliers exigeraient même du gouvernement du Congo qu'on puisse extirper toutes les populations qui habitent à l'île de Mateba pour laisser libre cours aux nouveaux occupants. C'est quand même une aberration que je ne m'explique pas. Et donc, je considère cela effectivement comme une trahison, d'autant plus que nos parents se sont battus pour un Congo un et indivisible. Et c'est cet héritage-là que moi, pour ma part, je défends et que beaucoup de Congolais défendent. De la même manière que nous nous sommes sentis trahis. Je note aussi que vous êtes une ancienne de l'UDPS. Oui. Et dans les signataires, on retrouve un membre, et non de moindre, qui fait partie de l'UDPS. D'ailleurs, qui a signé au nom du président de l'UDPS, qui est M. Etienne Tshisekedi. Comment peut-on comprendre une telle attitude? Est-ce que c'est l'énergie du désespoir? Mais c'est justement là que des interrogations se sont soulevées, parce que nous, comme leaders de l'endroit, nous aurions pu être informés. Or, nous n'avons pas été informés. Et nous apprenons cela à la faveur de la publication par un de nos compatriotes de la Pareco, donc de ce document. Alors, moi, je dis une chose très simple, c'est que on ne peut pas se livrer à ce jeu-là. Parce que quelle est la garantie qu'on a donnée au Congo? Quelle est la garantie? Et non seulement c'est une aberration, mais du point de vue géopolitique, c'est également une menace pour l'Angola, qui se trouve de l'autre côté. Mais c'est également aussi une menace pour le Congo-Brazzaville. Parce qu'en fait, on ne nous dit pas qu'est-ce qui était prévu que ces hospitaliers puissent faire à l'île de Mataba. Mais moi, je vais vous le dire, ce que nous pouvons envisager. C'est qu'on allait y mettre une base militaire, avec des satellites. Vous savez que c'est une zone stratégique forte, importante, surtout au regard des nouvelles technologies et des découvertes qui sont faites aujourd'hui. Vous savez que notre pays regorge des réserves qui peuvent encore garantir l'approvisionnement du monde dans toutes ces matières premières qu'on trouve également dans le Bas-Congo, notamment le pétrole, mais il n'y a pas que le pétrole. On parle des énergies renouvelables. Et là aussi, nous sommes en pointe. Il y a la forêt du Mayombe qui est une alternative aujourd'hui. Il y a l'eau, bien entendu. Il y a bien sûr les cours d'eau et le Mayombe n'en est pas dépourvu. Et donc, vous avez là toute une série de richesses qui interviennent dans la nouvelle écologie aujourd'hui et ce sont les réserves de demain. Alors, donner un territoire qui aurait prétention ensuite sur tout le Bas-Congo, mais c'est tout simplement de la folie. C'est de la folie et moi je crois que nous ne pouvons pas accepter cela. Et c'est la raison pour laquelle moi je n'ai pas hésité à dire que c'était une trahison. Est-ce que vous avez pu, par exemple, pour essayer un peu d'avoir quelques informations, prendre contact avec les signataires de ce traité pour qu'ils vous en disent un peu plus? Parce que vous le dites, hein, vous êtes leader d'opinion du Bas-Congo quand même, la moindre des choses, c'est de faire aussi une démarche pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une telle affaire. Et puis je me dis, mais comment, comme homme politique, vous n'avez pas pu eu écho d'une telle histoire? Tout le monde a attendu qu'Honoré Ngouanda puisse le dire. Et là aussi même, il y a aussi des questions qu'on se pose. Pourquoi Honoré Ngouanda a attendu presque une année pour en parler? Est-ce que lui-même était dans le coup? Ayant constaté que ça n'a pas marché, il s'est dit, voilà, un peu comme le maxime de la poule qui détale quand il est en danger. Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Comment vous n'avez pas pu avoir vent de toutes ces supputations? Mais vous savez, on peut avoir vent qu'il se passe quelque chose quelque part. Mais si vous n'êtes pas invité, vous n'y allez pas. Et donc, vous pouvez aussi avoir vent que finalement, les choses n'ont pas eu lieu. Mais moi, je vais vous dire une chose. C'est que aujourd'hui, même à la minute ici où nous sommes, vous et moi, ici, pour cette interview, il y a des rencontres à gauche et à droite, au pays, en dehors du pays. Donc, on ne peut pas être partout à la fois. Mais je pense que
aujourd'hui, ce qui compte ici, c'est la responsabilité de la classe politique congolaise. C'est de cela qu'il s'agit. Quelle est notre part de responsabilité dans la débâcle nationale? On n'a pas tiré les leçons du passé, je le dis encore une fois, et on veut livrer à la solde de l'étranger un territoire. Moi, je vais vous rappeler une chose. Vous savez que lorsque M. Laurent Désiré Kabila est arrivé avec les Rwandais et les Ougandais, en fait, la balkanisation du pays était déjà en programmation. Alors, il y avait 2 foyers de déstabilisation. Il fallait qu'on déstabilise la RDC par l'Est et il fallait qu'on déstabilise la RDC par l'Ouest. C'est la raison pour laquelle vous avez vu des troupes rwandaises prendre l'assaut sur la base de Kitona. Bien. Et vous savez aussi comment on a massacré quelques-uns de nos officiers supérieurs qui étaient habilités à gérer toute cette sous-région. Bon, ça veut bien dire que cela était déjà programmé. Alors, moi, je m'étonne aujourd'hui qu'on puisse considérer comme tout à fait normal d'avoir été à Nice conclure de tels accords, qu'on trouve tout à fait normal que, voilà, pour avoir l'impérium, on va maintenant vous construire des écoles. Mais est-ce qu'on n'a pas construit assez d'écoles en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il faut encore aujourd'hui négocier la souveraineté nationale? Parce que des hospitaliers viennent vous dire, voilà, nous allons construire des écoles, nous allons faire des ponts, mais en contrepartie, donnez-nous le territoire et après, vous n'aurez plus un mot à dire sur ce territoire. Je pense que là, il y a eu une faute politique grave et moi, j'estime que nous devons absolument mettre un terme à tout ce genre de tribulation. Parce qu'en fait, au-delà de ce qui s'est passé à Nice, moi, je crains pour l'avenir de nos enfants. Parce que trouver cela normal, eh bien, c'est ce qui est anormal. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons absolument nous ressaisir et aider la classe politique congolaise à se ressaisir. On ne négocie pas mais je le dis, vous êtes ancien de l'UDPS, il y a un signataire qui est là, de l'UDPS, qui a signé, comme c'est selon les documents qui sont en train de circuler au nom du président de l'UDPS, dont M. Etienne Tshisekedi. On a suivi à Kinshasa des mouvements, disons, des militants de l'UDPS qui ont dénoncé notamment M. François Tshipamampuila, qui est le signataire au niveau de l'UDPS. D'ailleurs, nous allons le recevoir dans notre émission questions-réponses. Je ne sais pas quels sont les rapports que vous avez gardés avec M. Etienne Tshisekedi, qui fut votre président. Est-ce que vous avez eu l'occasion peut-être d'en parler pour avoir aussi ce qu'il en pensait? Mais vous savez, cette question ne nous divisera pas. Et laissez-moi ici vous assurer que nous avons toujours continué à avoir de très bons rapports. Vous savez, il ne faut pas considérer la maturité d'un homme politique à une division politique. Dans une famille politique, vous avez les enfants, les acteurs grandissent et puis après ils font leur chemin. Mais vous ne reniez jamais votre maison d'origine. Donc nous avons les meilleures relations qui puissent être. Nous ne nous voyons pas régulièrement comme je l'aurais souhaité, mais nous n'avons jamais été en défaut d'analyse. C'est la raison pour laquelle j'ai interpellé nos frères de l'UDPS pour qu'on puisse quand même nous rassurer quant à savoir si le président national de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, président élu, si effectivement il a été impliqué dans cette action de Nice jusqu'à la finalité. Eh bien, je pense qu'il va le faire incessamment. Alors, vous n'avez pas encore de réponse? Écoutez, pour le moment, nous n'avons pas encore de réponse. Moi, je ne vais pas maintenant faire de la politique fiction, mais tout cela a été fait en bonne et due forme. Nous avons aussi des répondants au pays. N'oubliez pas, nous avons Némoin Dansemi, qui est une très grande personnalité dans la région du Bas-Congo, qui aussi s'est empressé pour chercher les assurances dont nous avons besoin aujourd'hui. Mais ce serait aussi une erreur de limiter cela simplement à nos interventions. Je vous le dis et vous le redis que le Congo est un et indivisible et je me bats autant pour l'île de Mateba que je me bats pour Walikale, que je me bats aussi pour Ilebo ou pour Gemena ou Guadeloupe qui est aussi, semble-t-il, menacé par ce traité de Nice. Donc moi je crois qu'il n'est pas question de céder le moindre kilomètre carré à qui que ce soit. Le Congo a hérité des frontières que la colonisation nous a données.
Ça a été confirmé en 1963 lorsque nos parents à Addis Abeba ont fondé l'Organisation de l'Unité africaine. Et je pense que l'héritier de cette organisation, eh bien, l'organisme qui s'appelle aujourd'hui l'Union africaine, eh bien, a entériné également cette exigence. Il n'est pas question... On dirait que le Rwanda ne faisait pas partie des pères fondateurs. Bon, enfin, soit dit en passant. Et vous-même, finalement, on vous entend parler, vous êtes unitariste, fédéraliste? Je suis congolaise. Je me bats d'abord aujourd'hui pour l'intégrité territoriale du Congo qui est menacée. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là pour consolider d'abord l'unité dans sa diversité, mais certainement pas pour consacrer la balkanisation de notre pays. Donc je suis vraiment congolaise et je crois qu'il faut le voir en RDC comme une globalité et non pas comme un particularisme régional. Mais dans le débat justement, la question a été, est-ce que Rwanda avait le droit de le dire ou de ne pas le dire? Évidemment, vous, parce que vous vous sentez un peu, vous êtes concerné, en même temps, vous avez eu l'information, vous pourriez dire, vous allez dire, oui, mais pour d'autres, non, ils ne pouvaient pas le dire. Il y en a même qui estiment que c'était une bonne chose parce qu'on n'a plus le choix. Il faut qu'on passe par des telles histoires pour trouver une solution. Bon, enfin, la solution que certains voudraient, bien entendu. Écoutez, moi, je ne peux pas parler non plus à la place du président de la PARECO, mais je constate simplement que le service a été rendu à la nation, que cette vérité puisse être partagée par le plus grand nombre. Et donc, c'est une bonne chose que tout le monde ait pu prendre connaissance de ces documents, parce qu'il y a des annexes absolument impressionnants. Et donc, voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui doit nous mobiliser et ce qui doit retenir notre attention, c'est d'abord comment faire pour éviter que demain, une autre classe politique, un autre groupe aille encore se réunir en catimini pour décider le morcellement de notre pays. Je ne sais pas si on se rend compte vraiment que sur ces matières-là, le Congo n'a pas d'amis et que nous devons absolument défendre notre pays. Voilà, merci Madame Justine Poyo Kasavubu. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Questions-Réponses sur Télé 7, la chaîne républicaine. Nous allons terminer par un sujet d'actualité. Malheureusement, j'aurais dû peut-être commencer par là. Mais peut-être qu'on va chuter par là. Mais c'est plus d'abord Kampala et les fameux cadres de concertation souhaités par le président de la République. Vous êtes partante pour de telles rencontres congolaises? Pour quelle finalité? Pour quel objectif? Pour quelle retombée? Moi, j'aimerais d'abord qu'on me dise quel est l'intérêt que la présidence congolaise accorde à la classe politique dans son ensemble. Parce que jusqu'ici, je vois que les mêmes erreurs continuent et que, enfin, on a toujours une attirance à organiser des rencontres à l'Est. Donc, Kampala d'abord, pourquoi ? Parce que tout le monde sait quand même que l'Ouganda, comme le Rwanda ou le Burundi, ils sont à considérer comme juges et partis, quelque part, dans les affaires de la République démocratique du Congo. Mais on vous dira, donc, ça c'est fait. Hein. Ils sont déjà à Kampala, c'est fait. Eh bien, c'est comment voir un peu l'avenir? C'est ce qui est beaucoup plus important pour le moment. Mais justement, l'avenir sera ce qu'on en fait aujourd'hui. Alors, à partir du moment où on s'entête toujours dans les erreurs, moi, je n'ai pas de garantie que la médiation ougandaise puisse nous apporter vraiment une pérennité positive. Je ne suis pas du tout assuré que Kagame n'est pas loin, quelque part, n'est pas tout près. Pardon. Donc, je m'interroge justement sur la récurrence de ces réunions. Et donc, vous pensez que justement, le cadre de concertation en question, bon, je ne sais pas le nom, chacun peut donner un nom, je vois plus que les Congolais vont se retrouver, hein, s'ils vont se retrouver, pourrait être peut-être une des solutions à cette crise? Mais vous savez, ceux qui cherchent le pouvoir, pour le pouvoir, sont peut-être très contents. Mais ceux pas qui... vous donc?
Moi, je me bats d'abord pour que notre pays retrouve sa dignité, retrouve sa souveraineté. Et comment comptez-vous y arriver? Et nous en sommes loin, mais en restant déterminés et en restant persévérants. Parce que c'est la détermination et la persévérance qui a permis à nos aînés, dans les années 50-60, d'accéder à l'indépendance. Donc, je crois que ce sont ces qualités-là. Mais vos pères de l'opposition, eux aussi, exigent une table ronde, je ne sais pas moi, une négociation. Vous n'êtes pas partante pour ces genres de projets? Mais vous savez, tout dépend qu'est-ce qu'on met autour de la table. Tout dépend si on peut parler de tout. Parce que si vous allez à des réunions où d'office certains... Si on demandait à Mme Kassavoubou, écoutez, donnez-nous un plan de sortie de crise dans ce pays qui passera par la négociation. Quelles sont les matières qu'il faudra négocier? Écoutez, on a eu des élections il y a 1 an. Et il y avait un vainqueur de ces élections. Je crois que c'est non négociable. Il y a un président élu et je crois que ce pays grandirait énormément en reconnaissant ce fait politique. C'est-à-dire qu'il y a eu des élections et il y a eu un vainqueur. Et on ne doit pas faire un coup d'État sur une victoire électorale. Parce qu'on est en train maintenant de raccommoder des solutions de secours et de sursis pour la tricherie électorale qui a eu lieu en novembre 2011. Ça, c'est tout à fait inacceptable. Donc, moi, je dis... Et donc, si vous allez dans une élection, il faudra poser le problème de l'issue des urnes en 2011. Mais c'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui ont déclaré forfait par rapport à M. Tshisekedi. Oui, il est dépassé. Oui, il n'est pas flexible, etc. Mais... que M. Tshisekedi soit flexible ou pas, qu'il soit têtu ou pas, qu'il soit nationaliste ou pas, ou qu'il soit, je ne sais pas, trop président national de l'UDPS ou moins, je ne sais pas quoi. Moi, je crois que ce qui compte aujourd'hui, c'est d'abord qu'on puisse réhabiliter le droit, et rien que le droit. Or, le droit du peuple congolais... Je vais poser une question que je pose souvent, c'est simplement une question de bon sens, à mon avis. Se sentira-t-on à l'aise d'être vainqueur d'une élection dont on dit qu'elle a été bourrée d'irrégularité? Mais écoutez, dans le chef de quel camp? Dans tous les camps, de toute façon. Dans tous les camps. Mais alors, est-ce que ça donne une légitimité pour que celui qui était challenger puisse continuer comme ça? Mais non, il est vrai. Non, il est vrai justement. Donc ça ne donne pas de légitimité non plus. Ça, moi, je ne sais pas dire. Moi, je suis journaliste, je ne fais pas la politique. Justement, j'essaie un peu d'observer les choses. Je me dis de part et d'autre, est-ce qu'il est correct? C'est vrai que s'il y a la guerre, c'est qu'il y a un problème de légitimité quelque part. Et si, même s'il y a la guerre, qu'au niveau des mécanismes de résolution de cette crise occasionnée par la guerre, que les gens ne se mettent pas d'accord, c'est qu'il y a un problème. Mais le problème, très souvent, on revient aussi aux élections. Mais je me dis, ces élections-là ont été... presque par tout le monde, ont été jugées frauduleuses, je sais pas moi, irrégulières, et ainsi de suite. Que ce soit d'un bord comme de l'autre, se sent-on à l'aise d'être président, premier ministre, je sais pas moi, président du Parlement, issu de cette élection, de quelque bord que ce soit? C'est ça la question. Vraiment, je pose une question de justice simplement. Oui. Et de bon sens. Oui, je comprends bien votre bon sens, mais laissez-moi aussi vous opposer le mien. Et le mien, quel est-il? C'est d'abord de vous dire que notre pays est victime d'une balkanisation qui perdure. Et que donc, il y a eu la volonté d'unité nationale exprimée lors des élections. Et puis vous avez aussi la volonté de balkanisation qui essaye de détourner l'attention du peuple congolais en apportant toujours des rébellions à répétition pour pousser après les Congolais à aller négocier. Mais négocier quoi? C'est toujours négocier un sursis qui permet justement à cette balkanisation à partir de l'Est de se concrétiser in fine. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, lorsque Mzee Kabila était arrivé au pouvoir, il avait été accordé une quinzaine d'années maximum à Kagame pour épurer anthropologiquement, sociologiquement et démographiquement notre pays à l'Est. Ils avaient cru que par une stratégie de rébellion, qu'ils pourraient y parvenir. Or, les rébellions n'ont pas apporté la réponse. C'est la raison pour laquelle on s'est mis à massacrer et à mutiler les femmes, à violer nos femmes et à les tuer. Et vous allez observer que les personnes qui payent le tribut le plus lourd, ce sont les femmes. Or, c'est justement parce que en mutilant les femmes, en détruisant le taux de
procréation des femmes congolaises, eh bien, on diminue d'autant le taux de la nationalité congolaise. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque les intrus, les étrangers viennent s'installer et que nos villageois ou nos femmes n'y sont plus, eh bien, à ce moment-là, vous avez une donne démographique qui est en mutation. Et donc, c'est cette mutation démographique que Kagame avait promis de réaliser et qu'il s'est donné les moyens de le faire en massacrant ou en ordonnant que des mouvements de rebelles puissent chaque fois venir au pays. Donc, c'est cela. En fait, c'est pour donner encore un peu de temps à Kagame pour qu'il puisse épurer totalement l'Est de la République. Et c'est la raison pour laquelle le docteur Mukwege est vraiment malheureux dans cette situation, parce que maintenant on dit que c'est l'homme qui répare les femmes. On est content de le dénommer ainsi, l'homme qui répare les femmes, mais on ne se préoccupe pas de savoir comment est-ce qu'on peut empêcher. Vous visez Colette Brackman alors là? Il paraît qu'il y a un livre, oui, qu'elle écrit, c'est elle qui a trouvé ce titre, L'homme qui répare les femmes. Mais moi, j'aimerais bien qu'on puisse enfin rendre justice à toutes ces femmes congolaises et à cette population meurtrie de l'Est en disant, mais non, fini maintenant. Il ne faut plus qu'il y ait un homme qui répare les femmes, mais il faut qu'on mette fin à ceux qui programment la destruction des femmes. Et ça, je ne vois pas. Et c'est la raison pour laquelle moi, je doute sur ces négociations. Parce qu'en fait, il s'agit ni plus ni moins pour Kagame et les siens d'obtenir encore un sursis, parce qu'il a besoin de temps pour changer la donne démographique, pour changer l'anthropologie de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est de cela qu'il s'agit. Et je suis tellement attristé de voir que nos frères, dans leur majorité, ne l'ont pas compris. Et donc, si je comprends très bien, Madame Kasavubu n'ira pas à une concertation d'où qu'elle vienne en République démocratique du Congo, surtout si c'est avec les opérateurs politiques actuels. Écoutez, moi, j'irai là où le peuple me demande d'aller. Donc, si l'intérêt du peuple exige... Le peuple n'agit que par les élections, si on peut bien... De façon vraiment stricte, c'est par les élections. Mais maintenant, il n'y a pas élection pour aller au dialogue. Mais justement... Voilà, mais c'est votre volonté. Eh bien, voilà, vous voyez, vous-même, vous êtes en train de démontrer les contradictions de cette situation. Ce sont des contradictions vraiment flagrantes. C'est ça. Il n'y a pas eu d'élection, les gens vont négocier. Mais ils vont négocier sur quelle base? En fait, ils vont négocier les tricheries à plusieurs niveaux. Mais non, mais c'est-à-dire qu'il y a un problème, il faut les résoudre. C'est ça la grande question. Mais justement, c'est par le droit, monsieur Koswanika, c'est par le droit qu'on peut résoudre les problèmes, mais par la justice. Mais les autres vous diront qu'il y a déjà une Cour suprême de justice qui a prononcé un droit. Mais parce qu'ils savent de quoi est composée cette Cour suprême de justice, ils savent quelles sont les missions qui ont été assignées aux uns et aux autres depuis une dizaine d'années. Je ne vous cacherai rien en vous disant que le Congo a été piégé. C'est la raison pour laquelle je me suis insurgé pour ce problème de l'île de Mateba, ce traité de Nice. Parce qu'en fait, on est en train de répéter, de prêter le flanc justement à ceux qui ont permis à l'Est de la République du Congo de faire tous ces forfaits. Et donc, en répétant les mêmes actions à l'Ouest, on est en train justement de coincer davantage la RDC, mais partant de là, on est en train de menacer aussi la sécurité de l'Angola. Parce que jusqu'ici, l'Angola ne sait pas justement ce que les actes irresponsables posés à Nice peuvent avoir comme conséquence sur l'Angola. Imaginez que ce soit maintenant une île sur laquelle on va mettre des bases militaires comme il y a des bases militaires dans certains coins du monde. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire pour l'Angola, qui est quand même la puissance régionale du coin? Donc, nous avons besoin d'une Angola intègre autour de nous. On n'a pas besoin d'une Angola qui se sente menacée. On a besoin d'un Congo-Brazzaville qui ne se sente pas menacé par l'irresponsabilité de quelques actes qui seraient posés en RDC. Nous, on a besoin de ces voisins-là, tout simplement parce qu'à la fois culturellement et politiquement, nous sommes liés. Donc, il ne faudrait pas qu'une menace parte du Congo parce que quelques gens se sont réunis quelque part pour jeter justement le discrédit par rapport à notre engagement et à notre souveraineté. Alors, je le disais, en 2006, vous étiez candidate à l'élection présidentielle. 2011, vous avez fait l'impasse. 2016 se profile. Madame Kasavubu va encore se jeter dans la bataille? Non, en 2011, j'ai participé aux législatives, comme vous semblez... Je parle de la présidentielle. Oui, mais la présidentielle, vous savez, nous avons tous misé sur M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et ça, l'actualité... Je parle de 2016. Non, écoutez, je crois que nous n'y sommes pas.
Et je pense que les Congolais feraient mieux aujourd'hui de se mobiliser d'abord pour réhabiliter leur pays, pour récupérer leur pays. Parce que si on commence à penser aux élections aujourd'hui, eh bien ce sera la meilleure occasion à offrir justement à ceux qui veulent nous déposséder de notre pays. Donc moi je crois qu'aujourd'hui ce qui compte, c'est d'abord que cette prise de conscience qui s'est manifestée un peu partout dans le monde puisse effectivement se cristalliser, se consolider et je dirais aller de l'avant. Et alors, à partir de là, je crois que nous allons peut-être mieux nous faire respecter. Mais en tous les cas, pour revenir aux relations bilatérales entre la Belgique et le Congo, moi, je pense que le moment approche où nous devons quand même mettre carte sur table parce que je crois qu'il est de moins en moins compréhensible de voir une Belgique qui puisse soutenir le non-droit dans notre pays. Et je crois que ce moment-là va arriver et nous allons peut-être sauver les relations futures dans un langage franc et dans un décodage de l'action politique qui puisse être bien compris aussi bien en Belgique qu'au Congo. Voilà, c'est par ce souhait que nous mettons un terme à cette émission questions-réponses sur Télé 7. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Je suis Fabien Anvar Kouswanika. Eh bien, je vous retrouve lors de la prochaine édition. Salutations à la petite Fariel Kouswanika. Je sais qu'il y a un enfant ou une enfant d'un homme politique qui me suit en ce moment ici, Jocelyne Chibala, qui aime bien la politique. Eh bien, merci également à Madame Justine Poyo Kassavougou pour avoir accepté notre invitation. Eh bien, comme j'aime le dire, les paroles ou tout ce qui a été dit ici n'engage que, en tout cas, les auteurs. Merci Madame Kassavougou. Merci beaucoup Monsieur Kouswanika.